En tant qu'homme très bien préparé, je viens seulement d'apprendre à la seconde par Brian que l'événement avait lieu à Salt Lake City, ce qui va peut-être un peu changer nos analyses. Bienvenue à tous, l'UFC 307, c'est ce week-end avec 2 ceintures en jeu. On a de la violence dans le main event, on a du banger technique chez les bantamweight avec Aldo contre Bautista, on a de la hype féminine avec Kayla Harrison et du fun avec Kevin Holland. Bref, c'est du sympa, on vous analyse ça sous l'angle des codes de Paris juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sous Fight Mind. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. On ouvre la carte avec Roman Dolidze qui redescend chez les middleweight après sa discrète victoire en 93 contre Anthony Smith à l'UFC 303. Il y est classé numéro 10 et prend le numéro 15 de la division du dessous qui monte pour l'occasion une nouvelle fois. Kevin Holland. Kevin Holland est toujours fun, actif. C'est peut-être un des gros what-if du MMA car il est très compétent. Il a un bon mental pour un combattant de MMA, mais il n'a aucun fight IQ. 26 victoires, 11 défaites en sa carrière, 13 victoires à l'UFC contre 8 défaites. Si tu es un top 10, tu le bats. Si tu n'as pas le niveau top 15, il te bat. C'est un peu ça la définition que je donne de Kevin Holland. Roman Dolidze, de son côté, il pointe à 13 victoires, 3 défaites, dont 7-3 à l'UFC. Il a connu une belle ascension avec 6 victoires pour 1 défaite, rejoignant le top 8, grosso modo, des middleweight, et montrant une sacrée puissance dans ses points, couplée à un grappling assez létal. Par contre, il a montré ses limites contre le sommet de la division en essuyant 2 défaites contre Vettori et Imavov. Comment est-ce que tu vois ce combat se dérouler, Brian? Écoute, c'est pour moi assez difficile à prévoir. Enfin, je vois des chemins de victoire pour les deux, pour être honnête avec toi. Mais j'ai du mal à me positionner. Donc je peux voir un Roman Dolidze imposer un petit peu sa puissance et je le verrais bien plutôt lutter et mettre au sol. Parce que ça reste un très très bon grappleur. Mais de l'autre côté, on a un Kevin Holland qui pourrait se déplacer, défendre, tu vois, travailler au clinch, les frappes, etc. Et puis voilà, il a montré qu'il était quand même difficile, entre guillemets, hein, à mettre au sol. Depuis peu. Depuis peu, effectivement. Il s'était bien préparé pour défendre les mises au sol. Mais je le vois quand même... J'avoue que à première vue, je voyais plutôt Roman Dolidze le passer, tu vois. À première vue. Est-ce que la complexité, parce que moi c'est celle que j'ai, la complexité d'imaginer comment va se dérouler ce combat, c'est plus sur le fight IQ d'un côté comme de l'autre. En fait, Kevin Holland, on a l'impression qu'il vient dans la cage et advienne que pourra. Ouais. Il repose un peu sur ses compétences. Alors comme tu l'as dit, suite à sa double défaite en middleweight contre, c'était Brunson puis Vettori, je pense, où il s'est lutté à fond dans les deux cas. On sent que voilà, il a un tout petit peu mis l'accent sur ok, il faut que j'arrête de me retrouver sur mon dos trop facilement. C'est pas ça qui le rend intelligent dans la cage, mais voilà, une petite amélioration à ce niveau-là. Et Roman Dolidze, comment dire, il est arrivé à l'UFC, il a imposé un tout petit peu sa lutte et ses forces en essayant d'arriver au sol, hein, notamment 5 amenés au sol contre Staropoli. Mais depuis, il lutte de moins en moins. Peut-être parce qu'il est tombé amoureux, comme de nombreux par le passé, de la puissance qu'il peut avoir dans ses frappes. Il est tombé amoureux du fait qu'il a réussi à mettre des KO certains semi-strikers ou strikers. Et lui non plus, j'ai pas l'impression qu'il rentre dans une cage avec une vraie stratégie. Et le fait qu'on ait deux gars compétents et dangereux dans leur domaine, mais qui viennent sans vraiment chercher à être entreprenants, ça rend le combat très compliqué à imaginer. Parce que moi, je te rejoins. J'ai envie de donner Dolidze gagnant en partant du principe qu'il va venir avec une stratégie intelligente de vouloir mettre Kevin Holland au sol. Par contre, si ça reste debout, moi, je donne Holland favori debout. Ouais. Oui. Et puis alors, les codes de Paris sont plutôt sur le deuxième scénario, quoi. Exactement. C'est qui est fou. On a le vrai middleweight qui est underdog à 2,20. Kevin Holland est favori à 1,61, donc c'est un 60-40 pour Holland. Et moi, voilà, c'est ça que j'avais un peu noté, c'est que c'est une cote qui considère que Dolidze a le même fight IQ que Holland et qu'il ne va pas lutter dans ce combat.
Et donc, Ouais. et en plus, statistiquement, ça peut se comprendre, comme je le disais, depuis Staropoli, il lutte de moins en moins. Et c'est limite quand il lutte, c'est le contexte du combat qui l'a amené à tenter une amenée au sol. C'est pas vraiment lui qui va la Mhm. chercher volontairement. Donc, j'avoue que j'hésite à me positionner sur Dolidze ici. Mhm. Mais comme j'ai dit, comme il me paraît pas être un fin stratège, s'il reste debout, ben, le 60-40 Hollande est complètement justifié. Exactement. Alors, on aurait pu se réfugier sur les runes, tu vois. Mais même sur les runes, eh bien, moi je pensais, j'allais regarder plus de 1,5, tu vois. Moins de Ouais, 1,5, parce plus qu'il de y a. 1,5. Attends, parce Mais que en là, je vais fait, les mettre à cotes jour la là page. actuellement, elles sont à plus de 2,5. Ouais, mais ça va sortir. Oui, bien sûr. Ouais. Mais pour dire que, en gros, en plus, les parieurs voient une décision, tu vois. Ouais, effectivement. Et Ah ouais. moi je regardais cette cote-là, je me suis dit, la décision me semble fort probable, mais je trouve que la cote est pas non plus. Enfin, elle est relativement juste, quoi. Ouais, 1,48 c'est pour ça. plus de 2,5. Elle est pas très attirante. Non. De Lidze, on a vu qu'il était quasi impossible à terminer, Ouais. voire impossible à terminer. En tout cas, c'est pas un welterweight qui va le finaliser. Il Bah, y a c'est peu de difficile, chances. hein. Je vois, Mm. voilà, Kevin Holland est capable d'éteindre des lumières sur une frappe, mais en middleweight, je sais pas trop. J'y crois pas trop. On a vu un Kevin Holland contre Jacare Souza, contre un très très bon gars du sol, faire quelque chose d'assez spécial avec son coup de marteau d'en dessous. Mm. Mais voilà, sur Dolidze, je vois pas ça arriver. Et ouais, s'il y a un finish, c'est plus du côté de Dolidze. Et encore une fois, ça dépendra essentiellement de sa stratégie. Ouais. Ouais, ouais. Pourtant, il a pas mal de finish, hein, Kevin Holland. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à le voir finaliser Ouais. Donc ce voilà, revanche. ce combat, j'hésite encore. En plus, comme tu le dis, là sur unibet.fr, on est jeudi matin. Il n'y a pas encore toutes Mm. les cotes. On a juste la cote de victoire-défaite. Et sur chaque combat, il y a une cote qui est relative à la durée du combat. Euh, donc, petite pub, hein, comme d'habitude. Suivez-nous sur Twitter et Instagram. Fight Minds Off sur Instagram. Fight Minds sur Twitter. Et demain, vous verrez nos réels paris. Ouais. Brian, Moi, moi, je le pense que Volk et John. Mm. Je pense quand même que je partirais peut-être sur une décision, hein. Le combat va à la décision, personnellement. Mhm. Comme je dis, je vois difficilement un finish. On est en altitude, donc si ça J'allais passe le dire, ouais. premier et le deuxième, ça va aller au troisième. Et je m'attends à un combat vraiment serré, tu vois. Donc ça pourrait être une split, Mhm. donc avec deux points de vue différents du dernier. Et c'est difficile de se positionner sur ça, tu vois. Et Ouais. donc, pour moi, la décision, c'est peut-être le positionnement entre guillemets le plus safe, tu vois. Mhm. Le fait que tu rajoutes l'argument altitude, ça me convient bien. On peut voir Mm. les deux qui fatiguent assez vite. Euh, Il y a une fois où on avait fait un podcast sur un événement en altitude. Je me demande si c'était pas le dernier à Mexico City, où il y avait Mhm. quelqu'un sur Twitter qui avait dit à quel moment les combattants sont arrivés sur place pour s'acclimater. Ouais, j'ai regardé, mais pas pour ce combat-là. Ok, ok. J'ai Ici, regardé pour Aldo Bautista. encore une fois, c'est un jugement de ma part et je m'en excuse, je devrais pas, mais j'ai pas l'impression que l'un ou l'autre sera venu il y a 3 semaines à Salt Lake Que grand City. monde soit venu il y a 3 semaines, je crois, même, Sur la carte, non, hein. pour être honnête. Bon, Pour être honnête. d'accord. Moi, je vais encore réfléchir sur celui-là. J'aime bien l'idée aussi de la Décision. décision. Mm, J'ai peur que la cote ne m'attire pas suffisamment que pour réellement me positionner dessus. mm, Ok, mm. on va passer au deuxième combat de la carte préliminaire. De la carte principale. Oula, je suis encore fatigué. Surprenant, honnêtement, avec Ella Harrison qui fait le poids à l'UFC 300, ce qui était la grande question autour d'elle, qui écrase Holly Holm. Je m'attendais à la voir prendre le title shot et couper l'herbe sous le pied de Peña, qu'on n'avait plus vu depuis 2022. Après, ils ont peut-être peur que ça alimente l'argument. Vous voyez que le niveau PFL est bon, blablabla. Donc peut-être que voilà, ils essayent de prendre le temps avec Kayla Harrison. Mhm. Bref, elle rencontre la numéro 2 de la division, Kathleen Vieira, 14 victoires, 3 défaites en professionnel, dont 8-3 à l'UFC. Difficile à décrire, elle est assez complète, elle est très difficile à mettre au sol, elle est plutôt durable, elle gagne généralement par décision, donc elle est capable de prendre ses rounds. Je pense que c'est un bon challenge pour Kayla Harrison qui a un palmarès de 17 victoires pour une défaite.
Elle est double médaillée d'or au JO en judo, 2012 et 2016. Elle affiche 6 victoires par KO, 7 victoires par soumission. Elle a un physique impressionnant et elle est capable de l'imposer. Je te pose la question directement. Est-ce que tu vois une surprise ici? Parce que Kayla est favorite à plus de 85%. Elle est cotée à 1,09 contre 6,25 du côté de Ketlen Vieira. Bah écoute, a priori non, hein. Franchement, moi je connais très peu cette division, mais j'ai rapidement regardé ce que faisait Ketlen Vieira. C'est une combattante, voilà, qui comme tu l'as dit, est complète partout, mais ce qui sous-entend aussi moyenne partout, tu vois. Ouais. Et donc, on n'a pas une vraie genre opposition de style avec une adversaire qui se déplace bien, qui pourrait toucher avec son jab, sortir. Parce que Kayla Harrison, voilà, elle est extrêmement douée. Enfin, ouais, extrêmement, je pense que c'est le terme, hein, en judo, hein, double médaille olympique. Ouais. Surtout en judo. Enfin, faut se rendre compte, c'est quelque chose quand même. Mais là, je pense que ce sera pas le cas. Je pense qu'elle n'a pas une arme suffisamment élevée pour pouvoir inquiéter Kayla Harrison, même si Harrison a fait des erreurs, hein, sur son premier combat. Ouais, et sur d'autres combats aussi, à l'époque du PFL, elle fait pas les performances parfaites. C'est pour ça que je Non. voulais presque insister sur le fait qu'elle a un physique impressionnant et qu'elle arrive à l'imposer, parce que de temps en temps, tu as l'impression que techniquement, elle est pas, enfin, elle est pas Bah, elle spécialement avait meilleure que ses perdu, adversaires, tu vois. elle avait perdu contre Larissa Pacheco, Ouais, qu'elle avait déjà battue d'ailleurs, ouais, elles mais sont à 1-1. Ouais. sur une décision. Ouais. Écoute, moi sur ce combat-là, je vais. Mais justement, Pacheco, c'est quelqu'un qui physiquement était capable voilà, de pas se laisser submerger par la force de Kayla Harrison. Hum, hum, hum. Et ici, Ketlen Vieira, elle a la même taille que Kayla Harrison. Physiquement, elle est plutôt imposante aussi. Peut-être pas au niveau de Kayla Harrison. Et comme je dis, pour moi, c'est un bon challenge parce que la force de Kayla Harrison, bah, automatiquement, c'est son judo. Et on a une très très bonne défense de lutte et de judo et de hip toss et tout ça du côté de Ketlen Vieira. Donc on aurait peut-être un combat qui aura une partie longue debout. Mais comme tu le soulignes, voilà, Vieira, elle a un pied-point décent. Hum. Je pense que c'est c'est un 7 sur 10, tu vois. C'est pas excellentissime, Ouais. c'est pas mauvais. Ça peut un peu ennuyer, mais elle a pas ce knockout power, donc je la vois pas aller chercher la décision Hum. ici. Donc moi, encore une fois, c'est peut-être sur les rounds ici. Je me dis peut-être que la cote sera intéressante sur. Ah ouais, donc ouais, non en fait. Non. Sur les rounds. Après, Ah, je voilà, m'attendais. hein, sur. Et je suis étonné des cotes. En fait, moi, je m'attendais vraiment à ce que les cotes ce soit. Quand tu vois 1,09 Harrison, tu dis elle va lui rouler dessus. Donc la cote Non, bah faible non. sera finish. Ah Mais en fait, non. plus de 2,5, c'est à 1,62. C'est pas intéressant. Parce que là, je me suis dit, allez, je vais peut-être Ah bah aller à si, moi je trouve que c'est contre-courant. intéressant. Ouais. C'est pas assez élevé. Moi, je m'attendais vraiment à ce que les gens voient un finish de Kayla Harrison. Et par conséquent, que la cote va à la décision est intéressante. Mais elle ne l'est pas, en fait. Bah, moins de 2,5 à 2,24, ça sous-entend un finish, hein. C'est intéressant, moi je trouve, hein. Moins de 2,5 à 2,24. Non, hein. Ça sous-entend une décision. Moins de 2 rounds et demi. Ouais, donc là, tu Le gagnes plus combat du dure. double. Tu gagnes plus du double s'il dure moins de 2,5. Donc si le combat Donc est. là, il y a plus selon les codes de Paris, il y a plus de chances que ça aille à la décision que ça termine par finish. Donc c'est pas intéressant de se positionner. Attends. Il y a plus de chances. Attends, parce que là, Considère qu'il y a plus, je suis en il y a train de plus de bugger, chances là. il y a plus de chances que ça aille à la décision que ça se termine Oui, ça, je avant suis la. d'accord. Ouais, Ah mais oui, moi oui. je suis d'accord avec cette analyse, mais je m'attendais à ce que les oddmakers se disent ouais, ça va être un finish. Et par conséquent qu'on ait une bonne Ah. cote sur la Ah décision. bah non. C'est Ah ça que oui, j'allais dire. d'accord. Ouais, non, Ouais. ils ont la même, la même vision que toi. Ils pensent que C'est ça ça, allait à la décision. exactement. Oui, oui. Et ça m'ennuie. Je préfère avoir une vision différente que les codes de Paris. Comme ça, je peux me Ah, positionner. ok. Voilà. Ouais. Non, bien sûr. Mais je trouve quand même que moins de 2,5, en partant du principe qu'on pourrait avoir une Kayla Harrison qui finit dans le Oui, bien premier sûr. ou le deuxième, ça reste ça reste intéressant, moi, je trouve. À 2,24, hein. Certes.
Après, voilà, sur ce genre de combat, quand même à 6, son adversaire, Ouais. ah, peut-être que dans nos auditeurs, vous avez des infos. Vous avez vu des choses qu'on n'a pas vues. Parce qu'effectivement, Kayla Harrison, elle a montré des fois elle pouvait faire des erreurs. Elle n'a pas une boxe exceptionnelle. On pourrait avoir vraiment un gros dog or pass, tu vois. Ouais. Mais pour moi, il me faudrait 2-3 petits éléments qui me manquent. Par exemple, une Que vous Vieira avez qui est peut-être... à Salt Lake City depuis 4 semaines et une Harrison voilà. qui vient d'arriver. Ça, clairement, je me positionne sur Vieira du Voilà, coup. que peut-être nos auditeurs ont et vont mettre dans les commentaires, tu vois. Pas mal, t'es bon pour créer de l'engagement sous la vidéo. Mais Exactement, ouais, c'est ça. exactement. Mais là, personnellement, moi, c'est un combat où je me positionnerai pas trop, sauf si j'ai un élément supplémentaire sur l'underdog. Ouais, c'est ça, voilà. Quand tu vois une cote à 6,25 avec la combattante qui est classée numéro 2 quand même dans la division, qui n'a pas perdu contre... Enfin, il n'y a aucune défaite honteuse dans sa carrière. Donc, il faut vraiment avoir un bon niveau pour la passer. Ouais, le dog peut valoir la peine. Tu vois, tu mets 0,2, tu gagnes plus d'une unité quoi, si ça passe. Et tu risques pas grand-chose avec le 0,2. Donc, ouais, là-dessus, je peux clairement entendre l'argument et je vais aussi y réfléchir. Comme ça, dans le podcast, je ne me positionne pas. Mais effectivement, ça va me demander un peu de recherche. Bêtement, si elle est venue s'acclimater et Harrison a fait un peu... ne l'a pas fait, alors je me positionne dessus. Après, je sais que le PFL va de temps en temps à Salt Lake City. C'est aussi, je vais aller me renseigner. Peut-être que Kayla Harrison a déjà combattu là-bas et donc elle sait ce qu'elle est capable là-bas. Bon, après, si elle a déjà combattu là-bas et qu'elle a gagné en 2 minutes, bah, elle n'a pas pu tirer beaucoup de leçons. Mais voilà. Ok, José Aldo, le roi José Aldo, est toujours là. On ne le présente plus, mais on fait un petit tour d'horizon. 38 ans aujourd'hui. Enfin, c'est pas son anniversaire, mais aujourd'hui, il a 38 ans. L'ancien champion featherweight a fait un petit détour en boxe anglaise en 2023 et il est revenu pour stopper l'ascension du très solide Jonathan Martinez à l'UFC 301. Il a une nouvelle hype à stopper ce week-end, c'est celle de Mario Bautista. 14 victoires, 3 défaites en professionnel, 8-2 à l'UFC sur 6 victoires consécutives. Je pense d'ailleurs me souvenir que tu avais souligné la qualité de sa dernière victoire contre Ricky Simon. Ah, peut-être. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il était impressionnant. Ouais. Même physiquement, tu sens qu'il y a de la maturité physique qui arrive. Techniquement, si tu regardes ses combats les uns après les autres, ouais, ça commence à devenir très très chaud. Ouais. Il y a une grosse progression. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition? Écoute, moi j'ai peur d'être très très biaisé sur cette opposition. Donc moi, quand le combat, pour moi, je me suis dit, mais attendez, les amis, José Aldo, il va rappeler qui est le patron, tu vois. Merci. Voilà. Et puis, j'ai vu les codes, j'ai fait, wow, les gars, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord. Et voilà. Et donc, c'est pour ça, quand je vois que je suis un petit peu, enfin, pas seul, parce que tu es avec moi, il semblerait. Ouais. Mais quand je vois que les codes de Paris ont vu autre chose, ça met un doute. Je me dis toujours que je peux être biaisé quelque part, tu vois. Ouais. Comme on l'avait été avec Juice Battle, quoi. Exactement. Et franchement, il faut que j'arrête de rajouter des paris une fois que je les ai faits. Je m'étais dit, Brian, tu écris ce que tu vas mettre sur ta feuille, tu reviens plus après le truc, etc. Et là, tu sais que j'ai rajouté une unité sur Jousset dans le métro avec mes 2 fils. On allait à la lutte et tout. Et je suis, purée, tout le monde a parié sur Jousset. Je suis le pas fait. Bon, allez, vas-y, arrête. C'est bon. Fais-toi confiance. Jamais se faire influencer dans ce milieu-là. Ah, je te jure. Alors que je m'étais dit, écoute, bref. Donc voilà, donc sur Aldo Batista, moi je vais rester. Je me suis fait une raison. Peut-être que je suis biaisé, mais on parie pas toujours pour les bonnes raisons, tu vois. Donc, je me positionnerai sur José Aldo. On va argumenter un petit peu, tu vois. Et si il perd, je me dirais, voilà, t'étais biaisé, mon ami, c'est comme ça. Mais comme ça, ma première impression, c'est qu'il est chaud quand même, José Aldo. Ouais. Honnêtement, j'ai énormément de mal à voir Bautista amener Aldo au sol. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va se passer. On est entièrement d'accord. Et même si Bautista, il a la jeunesse, il a la confiance, il est vraiment très bon. Physiquement aussi. Hein.
Physiquement aussi, on parle quand même d'Aldo. Selon moi, il n'a pas encore montré un réel gros déclin. C'est plus Aldo Prime, on est d'accord. Mais si on regarde ses défaites, la dernière, c'est Merab en altitude. Il lui a concédé 0 takedown, je pense sur 16 ou 19, un truc comme ça. Ça en dit long quand même. Avant ça, c'était Petr Yan pour la Et ceinture. Merab, c'était quoi décision? C'était combien? Décision unanime, hein. Même Mais sur ce combat-là, moi, je t'avoue qu'en plus, en regardant ce combat-là, j'ai sûrement biaisé, tu vois, mais j'avais trouvé que c'était pas. bah, c'était compétitif, tu vois. C'était compétitif, ouais, ouais. C'est du contrôle, hein. Il gagne au contrôle, il gagne pas. Ouais, Enfin, voilà, Merab, c'est ça. il gagne Donc, sur le troisième critère, tu vois. C'est genre les deux premiers critères, tu les mets à égalité, et puis c'est sur le troisième critère ouais. donc c'est une très petite décision. Petr Yan pour la ceinture, rien de honteux, hein. Il a fait des belles choses contre Petr Yan. Moraes avant par split, juste avant son déclin et juste après que Moraes soit passé littéralement à 2 doigts d'être champion de la division. Avant ça, c'était Volkanovski. Avant Mais ça, c'est attends, McGregor. Avant attends, ça, c'est attends. McGregor. Je te parle des défaites de Aldo là, hein. Ouais, mais Que si des tu, gros si tu noms quand reprends le même, hein. truc, donc, il perd contre Volkanovski. Il descend de catégorie. Mhm. Euh, pour moi, monter de catégorie ou descendre de catégorie, tu as besoin de 6 mois 6 mois, 1 an, tu vois, de te faire à ton nouveau poids. Ouais. Et il prend ces 2 défaites parce qu'il vient de changer de catégorie, tu vois. Et ils Mhm. l'ont pas protégé en plus, hein, sur le changement de catégorie. Ah non, vraiment pas. Bah déjà, il prend Moraes, il perd par décision partagée. Dana White n'est pas d'accord avec la décision, il Ouais, lui donne le title shot sur une défaite. ouais. Bah, en même temps, moi j'étais d'accord, la décision elle était vraiment. Mais en plus, il venait de descendre de catégorie. Après, il enchaîne 3 solides. Ouais, c'était quoi Vera, Munoz, Font. Fonte. Ouais, c'est ça. Il perd à la décision contre le champion actuel, Dvalishvili. Enfin voilà, on va pas. Ouais. Ouais, donc effectivement, la question du déclin, elle, elle se pose dans le sens où bah, la réalité, c'est qu'il a eu une adversité qui était vraiment solide. Il a eu ce changement de catégorie qui euh, explique un peu aussi ses défaites. Enfin, Petr Ouais. Yan, ça reste super solide quand même. Tu vois. Ouais, Mm. bah, moi, honnêtement, c'est ça que je dis. On voit pas de déclin, tu vois. Alors, Voilà, t'as raison. je l'exprime comme ça. Ce n'est plus Aldo Prime, mais c'est pas qu'il en est super loin. On n'est pas. Ouais, c'est pas Aldo Prime, mais on a peut-être un Aldo un peu plus mature, un peu Ouais, plus game, tu vois, un peu c'est ça. plus En, en- cérébral. en fait, je vais l'exprimer comme ça. Je pense que le déclin chez Aldo est sur 5 rounds. Ça fait Oui, les 5 rounds à Aldo ne lui conviennent plus vraiment, mais sur 3 rounds, physiquement aussi, hein. ouais. Physiquement, bon, enfin, ça, la question du déclin physique, elle se pose aussi sur l'arrivée de l'USADA, tu vois, mais c'est un Ouais, autre ouais. sujet, tu vois. C'est un autre sujet. Mais on va dire que je le trouve un peu plus cérébral, quoi. Ouais, mais moi, de toute façon, voilà. Aldo, underdog à 2-10 contre quelqu'un qui n'est pas top 5 actuellement et Et sur 3 rounds, qui a moi, je mets jamais eu deux, l'opposition. Et qui a je jamais mets, eu l'opposition ouais, je mets 2 identique. unités sur Aldo déjà ici. Ah ouais, Ah, ah ouais, ah, moi, ok. je rentre full confiance sur Aldo. Ah ouais. J'ai dû. Pour moi, ça va être debout. Et pour moi, c'est un 60-40 debout pour Aldo. Et donc là, on lui donne 45% de chance. Ouais. L'écart donne une vraie valeur à cette cote. Moi, il faut que je récupère là. Il faut que je récupère mes unités. J'arrête de faire le petit bras. Maintenant, je mets mes deux petites unités Ok, ici. ouais. Écoute, moi je suis pas aussi confiant quand même, hein, parce que Mario Bautista, je trouve que techniquement il a énormément progressé. Contre Ricky Simon, je trouve que physiquement il était vraiment solide. Mhm. J'étais assez impressionné de son évolution physique. Je pense qu'il a vu aussi un Mario Bautista que un José Aldo, c'était pas à prendre à la légère, entre Ouais. guillemets, hein. Ouais, mais lui, c'est le combat de sa vie, hein. Ah Aujourd'hui, hein, ouais. il en aura d'autres des gros combats dans sa carrière, mais à l'heure actuelle, c'est le combat pour se montrer. Voilà, tu vois, Martinez, il est arrivé, il s'est dit non, mais Aldo, il sort de sa retraite, il a fait un peu de boxe et tout, ça va être easy, tu vois. Peut-être qu'il s'est un peu mal préparé, quoi. Mhm. Ce qui semblait sans solution, Martinez, hein. Une fois que les low kicks sont plus passés, il avait Ouais, plus grand-chose à proposer, tu vois. c'est clair. Donc, moi, je vois Aldo aussi et je mettrais pas de 2 unités. Je serais un peu plus petit bras, mais Mesuré, parce ouais. que j'ai beaucoup de respect aussi sur Bautista, tu vois.
Ouais, il faut pas voir, Euh, enfin, il faut pas voir ça comme un manque de respect envers non, Bautista. oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas ce que. Non, non, Mais je comprends. voilà, Ouais. dans le sens où je pense qu'il pourrait faire le combat de sa vie, tu vois, Ouais, pour pouvoir casser un petit peu je pense que Aldo va devenir une sorte de gatekeeper et, euh, et ouais. voilà. Et puis Mais bah il faut voir quel gatekeeper, tu vois. Est-ce que Aldo devient un gatekeeper top 10, top 5 ou title shot? ou top 15. Ouais, top 15, je préfère qu'il arrête alors. Je veux pas voir un Aldo qui commence à être si bas, tu vois. Pour moi, c'est. Bon, écoute, sa vie, hein. Voilà, pour le moment, c'est plus. Enfin, quand tu regardes, on peut quasiment le considérer comme le Je t'avoue gatekeeper que du title shot, tu vois. je préfère le voir gatekeeper top 15 que d'aller faire du bare knuckle Ah oui, contre largement. des. Tu vois ce que je veux Là, dire? on est 200% d'accord. Ouais, très largement, très Ouais. largement. Voilà, il y a des gars comme ça, tu les arrêtes pas hein, de se taper Ouais, sur la tête, hein. malheureusement. Malheureusement. Mais Aldo, franchement, je crois qu'il a encore, tu vois, il a encore Ouais, son top approche 10, top saine. 10. Ouais. Il est 12, hein, Bautista. Bautista est 12, ouais. Et Donc Aldo, voilà. là, je sais même pas. Après, encore une fois, tu vois, les gars comme Aldo, j'ai vu, il y a encore Dominique Cruz dans le classement, je comprends pas. Mais Aldo Cruz, c'est un truc qui me plairait quand même de Ouais, voir à un moment ouais, donné. ouais, ouais. Entièrement d'accord. Et il y en a d'autres, hein, mais voilà. S'il y a un déclin d'Aldo, tu pourrais faire, voilà, s'il perd ici, tu pourrais faire Aldo Cruz, et si Aldo perd Mm. contre Cruz, tu peux faire encore Aldo Garbrandt, et la liste est faite, quoi. Il est quoi? Il est 9, Aldo? Laisse-moi ouvrir le ranking. Mais ouais, je pense il est dans ces eaux-là. Mm. 10, 10. 10? Bah, moi, je trouve que c'est Ah, un et très. 11 Bautista, en fait, c'est 10 contre 11 ici. Ah, je pensais qu'il était à 12, Bautista. Donc si Mais Aldo gagne, il reste 10, et si Bautista perd, il reste 11, c'est ça. ouais, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien comme matchmaking. Parce que Ouais. c'est clair qu'on a besoin un peu entre guillemets, de 109, hein. Il y a toujours besoin de 109. Et puis, bah, si José Aldo l'emporte, ça lui permet s'il a envie de se tester un petit peu plus haut, ou de faire un combat revanche contre Vera, j'aimerais bien aussi, tu vois. L'UFC fait exactement le choix qu'ils doivent, hein, parce qu'ils n'ont rien à perdre dans ce combat. José Aldo gagne, bah, Mm. enfin, il bat deux prospects d'affilée. On va reparler de lui Non. dans le top niveau. On pourrait avoir un José Aldo contre Cerudo, ça pourrait être sympa aussi, ça, en termes de name value, tu vois. Ouais. Et si Bautista gagne, ben voilà, il accroche une légende à son palmarès. Il rentre bien dans le top 10 avec, Mhm. ouais, avec son nom qui augmente, quoi. Ouais. Non, je disais une revanche, c'est pour Marlon Vera, hein, parce que il l'a battu, Aldo, Marlon Ouais, Vera. ouais. Mais s'il veut monter dans le classement, moi, je trouve que, en tout cas, ça pourrait être intéressant de dire, attends, toi, je t'ai déjà battu, je te Ah oui, rebats, oui. viens prendre ta revanche, et puis tu descends dans le Et puis je suis dans classement. le top 5, quoi, ouais. Bref. Ouais. Ok, Mais on passe il y aurait au... des chouettes combats de légende à faire avec Aldo dans tous les cas. C'est clair, c'est clair. Petit rappel, avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 € sur unibet.fr. On vous le rappelle, si vous décidez de vous inscrire, s'il vous plaît, jouez de manière responsable avec une approche récréative. Allez, on est au co-main event. La nouvelle championne Raquel Pennington va défendre pour la première fois contre l'ancienne championne éphémère, celle qui avait surpris le monde entier contre Nunes, avant de perdre cette ceinture dans la revanche immédiate, la cringe queen Juliana Pena. On l'a plus vue depuis. Ça fait plus de 2 ans qu'elle n'a plus combattu. Elle affiche un palmarès de 10 victoires pour 5 défaites avec un 7-3 à l'UFC. C'est une dure au mal. Elle est très difficile à battre. Seuls Germaine de Randami, Shevchenko et Nunes y sont parvenus à l'UFC. Elle avance, elle frappe, elle peut lutter, elle peut grappler en pression. De l'autre côté, on a un peu une version similaire. C'est pas très esthétique, c'est pas très technique. J'irais même jusqu'à dire que c'est pas très stratégique, mais ça mord sur le protège-dents et ça y va. Raquel Pennington, c'est pareil aussi. Elle est très difficile à battre sur son 13-5 à l'UFC. Seul Holm 2 fois, GDR, Nunes et Andrade version 2014 y sont parvenus. Et sur ces 5 défaites, il y en a 2 qui sont par split. Donc clairement, moi je vois ça comme ça. On a 2 athlètes qui ont toujours été à la limite du niveau nécessaire pour décrocher le titre, sans jamais se croiser. Et maintenant que la belle ère des bantamweight est passée, largement passée, tous les noms que j'ai cités, ben, on les voit plus. Euh, Elles sont restées, ben, elles sont à la pointe de la pyramide tout simplement. Comment est-ce que tu vois ce combat se dérouler? Écoute, moi je t'avoue que c'est la belle ère, comme tu l'as dit, est passée. Euh,
c'est le genre de combat sur lequel je vais absolument pas miser. Je vois ouais, Ouais. effectivement Pennington être légèrement plus. Comment je pourrais dire ça? Euh, elle va plus facilement rester sur les rails, tu vois, être plus consistante et Cohérente dans son style. cohérente. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Un peu plus cohérente. Mais voilà, je peux voir aussi être cohérente pendant un temps, et puis faire une erreur, et puis Juliana Pena qui prend le truc, tu vois. C'est pas un combat que j'arrive véritablement à lire, et je suis pas sûr non plus de véritablement le regarder. Honnêtement, je pense que moi je vais le regarder parce que encore une fois, comme pour le main event, ma casquette stratégie et là j'enlève même la casquette esthétique technique, tu vois, Ouais, par la tu vas fenêtre et mettre je quoi, mets un juste la spectacle, là? casquette bagarre, tu vois. Là c'est vraiment c'est pas spécialement violent, c'est juste je crois que ça peut Ouais, vite ressembler à une bagarre de bistrot, tu vois. Sans tu vois, sans ouais, bah, manquer de tu sais, respect encore une fois. il y a plein d'événements tous les Ah oui, week-ends oui, va regarder du bare knuckle avant. Non, mais pour la oh, bagarre. c'est pas un manque de respect. On a deux Non. athlètes qui, selon moi, sont là où elles sont aujourd'hui par un gros mental. Ouais. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir la capacité qu'a une athlète ou un athlète ouais, à prendre des coups, à prendre des coups, à continuer à avancer, à continuer à croire qu'elle peut le faire. Les deux ont déjà fait des comebacks dans leur carrière aussi, Mm. dans des combats. Donc il y a un côté fun à ça. Il faut juste regarder le combat avec cette approche-là. Il ne faut pas regarder le combat pour les mauvaises raisons. Et donc je pense que je peux prendre mon pied à regarder ce fight. Encore une fois, dommage que ce soit à Salt Lake City parce que effectivement, vu que ça pourrait très vite partir en guerre très volumineuse et très Mm. intense, il se peut qu'à partir du troisième combat, du troisième round, on s'ennuie parce que altitude. Mais je pense que sur le début de combat, il y a vraiment voilà, le petit Just Bleed en nous qui va ressortir et qui va un peu sourire pendant le combat. Ouais, Euh, peut-être. par contre, comme toi, impossible pour moi d'avoir une lecture de ce fight. Et je pense que c'est impossible pour quiconque d'avoir une vraie lecture de ce fight. S'il y a quelqu'un qui en a une, tapez-le en commentaire. Mm. Le seul truc, tu vois, tu parlais de cohérence chez Pennington, je suis d'accord. Je suis allé un peu regarder quand même l'Instagram de Peña pour voir ce qu'elle a fait sur les 2 dernières années, parce que ça me semblait important ici dans cette analyse axée Côte de Paris. Est-ce qu'elle est restée active? Alors je vois beaucoup de placements de produits, ça veut rien dire, mais je vois aussi qu'elle tourne beaucoup avec Belal Mohamed. Bon, ils tournent pas ensemble, mais il y a beaucoup de photos où elle est dans l'équipe où est Belal Mohamed. Donc en termes de cohérence, peut-être qu'il y a une approche très stratège là qui se met en place de son côté. Mm. Donc si elle a été active, si elle a cette approche gagner pour gagner, peu importe le moyen, voilà, peut-être que les codes se resserrent parce que pour l'instant, la championne plus active est donnée favorite à 1,56, 2,28 pour Pena. Ça fait un 60-40. Perso, ça me convient. Je pense que d'un point de vue compétence, on est sur un 50-50. Ouais. Et l'inactivité de Pena pose question. Et donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a 10% qui se sont créés entre les deux. Ouais. Voilà. Je Moi, reste je trouve. loin de Mm. ce combat en termes de paris. Oui, pareil. Après, je pense que si, comme je disais, sur la question de la cohérence, personnellement, je miserais plus facilement sur Pennington, quoi. Ouais. Parce que, enfin voilà, tu vois, ces dernières victoires à Julien Peña, il faut quand même se rappeler qu'elle a peut-être battu la championne, mais Amanda Nunes, C'est catastrophe, hein, ce combat du côté de la championne. bah ouais, c'était, elle était pas là, tu vois. Ouais. C'était étrange, c'était vraiment étrange. Et la revanche n'était Donc pas miser sur spécialement. le fait que Pennington ne soit pas là à son tour. Non, non, Pennington elle est là à tous les rendez-vous. Ça, Mm. ça fait partie des forces. Mais des deux, hein, Penna non plus, il n'y a pas de contre-performance chez elle. Ouais. C'est typiquement ce genre de combattante qui voilà, rentre et l'aspect technique. Elles peuvent gagner contre des athlètes plus techniques qu'elles par leur Oui, bien sûr. mental et par leur approche de Mm. combat. Tout à fait. Et voilà, encore une fois, il y a un côté peut-être inspirant à ça, c'est que tu ne dois pas toujours être meilleur pour t'imposer. Et 100%. voilà. Euh, Petit aparté sur ce combat. On sait que si Pena gagne, elle va prendre le micro, ça va être très cringe. Elle va dire ouais, Nunes a pris sa retraite parce qu'elle a peur de moi. Donc ça pourrait titiller Nunes, tu vois. Et si Pennington gagne et que Kayla Harrison gagne, il se peut qu'on ait, enfin le title fight suivant sera assez clair.
Et en cas de victoire de Harrison, dans ce cas-là, est-ce que ça ferait sortir Nunes de sa retraite, tu vois? On a peut-être deux scénarios où on a une Nunes qui sort de sa retraite. Pourquoi tu Euh, vois qu'elle sort... elle en a parlé ou Ben, tu vois, c'est pour une un... retraite peut-être par lassitude, comme on a déjà vu chez beaucoup de Ouais, combattants, c'est vrai. Cerudo, etc., etc. Et donc là, on aurait deux scénarios où, bah, tu sais, en tant qu'ancienne championne, GOAT, dans ma définition en tout cas des femmes, Hmm. la trilogie contre Pena qui t'emmerde sur ses interviews à la con, ça donne envie de revenir et de lui fermer sa bouche, tu vois. Ou bien le challenge qu'est la Harrison pour dire, ok, dans ma carrière, j'ai battu tout le monde, surtout les plus effrayantes, dont Hmm. Cyborg et Kayla Harrison qui serait potentiellement la prochaine nana effrayante, tu vois. Mhm. Donc voilà, moi j'ai un brin d'espoir qui est peut-être ce retour de Nunes, peu importe le scénario de ce week-end. Ouais. Et je voulais faire ça parce qu'effectivement, depuis son départ, déjà avant son départ, la division commençait à. Ben, l'âge d'or de cette division est largement passé. Et là, ça commence à être très compliqué. On le sent dans nos analyses. Je sais qu'on va se faire tuer en commentaire par certaines personnes parce qu'on ne motive pas les gens. Et ça n'a rien à voir avec le Ouais. MMA féminin. C'est typiquement cette division. Quand on va parler de la division flyweight féminine, c'est le jour et la nuit. Hmm. Mais ouais, là, c'est difficile pour l'instant. Donc, Kayla Harrison, c'est notre espoir. Et surtout, s'il y a un retour de Nunes qui est en parallèle, là, ça redonnerait un peu de Ouais. Je sais souffle pas à si on cette va se faire division. allumer en commentaire. Après, faut être honnête. Et quand on vient de parler de, du combat Aldo, entre Bautista, Batista et José ouais, Aldo, je t'avoue que oui, je vais être devant mon écran pour ce combat-là. Enfin voilà, faut rester honnête aussi. Hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Que quelqu'un vienne me dire en commentaire qu'il préfère le combat Pennington-Peña à Aldo Bautista, j'y Ouais, crois pas trop, tu vois. je suis d'accord avec toi. À moins qu'il soit sur qu'il soit abonné au OnlyFans, etc. Tu Oh vois. non, ah là, arrêtons Non, avec mais ça, là. voilà. Techniquement parlant, sur le contenu, il faut rester honnête là-dessus. T'aimes le sport, tu t'es respectueux des niveaux, tu vois, et Bien de la sûr, qualité des ouais, combattants, hommes ou femmes, quoi. ouais, mais là c'est clair, Moi, je voilà, regarde, moi personnellement, sur les combats, je regarde uniquement et le contenu, tu vois, ouais, pas la personne. Donc, effectivement, la période avec Amanda Nunes, oui, j'aimais regarder ces combats parce qu'Amanda Nunes, techniquement, c'était super intéressant. voilà. Comment elle s'appelle à l'époque de. C'est quoi son nom la Honda? grande, la grande époque de Ronda Rousey, bah, clairement, je regardais ces combats parce que wow, c'était top, tu vois, techniquement c'était top. Alors il y a une petite période plus trop, tu vois, mais Bah, elle a c'est le passage relancé de le flambeau judo, avec. elle a relancé, enfin il y a eu tout un truc Ouais, techniquement, et là, Kayla Harrison, en termes de judo, bah voilà, c'est du haut niveau, donc bien évidemment, ouais, ouais, ça se bien relance un peu. évidemment. Mais donc c'est typiquement ça. Mais ça aurait été chez les hommes, c'est pareil, quand il y a un combat où techniquement je trouve ça pourri, bah je le dis, tu vois. Ouais, Yon Cuté là-bas, que personne ne va me dire en commentaire que c'était intéressant, tu vois. voilà, exactement. Ben, voilà, exactement. Si on Mais avait pour eu ce moi, combat jusque-là, ici, on l'aurait un peu plus skippé également, quoi. exactement, j'aurais dit, je m'en fous. Et ouais, mais en plus, c'est le bon exemple parce que c'est typiquement le genre de combat où avant tu dis, ok, stratégie, technique, j'enlève tout, Voilà. je regarde pour la bagarre. Et au final, tu aurais été quand même déçu malgré tout, même si tu regardais pour la bagarre, quoi. Ok, main event. Bon, nous, on a déjà fait l'analyse en long et en Ouais. large. Donc, si vous voulez une analyse technique, stratégique, vous regardez l'avant-dernière vidéo sur la chaîne ou l'antépénultième, vous allez tomber dessus. On l'a analysé. Donc, les codes sont toujours largement à l'avantage du champion avec un Pereira à 1,17 contre 4,50 pour Roundtree. Toi, de ton côté, tu réfléchissais peut-être à te placer sur le dog. Où en est ta réflexion Quoi? ici? Hein? T'avais dit peut-être 4,50 pour Roundtree, peut-être. Non, Non? non, 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 moi j'ai dit que je me plaçais sur des rounds. Ok. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ah vrai, oui, c'est vrai. attends. Ben là, on n'a pas les cotes. On les a Écoute, pas encore. on a une seule cote, c'est plus de 1,5 ou moins de 1,5. Ouais, Et plus de 1,5 m'intéresse, tu vois, à 1,75. ouais. Avec voilà, un Pereira relativement patient, un Rountree qui bouge beaucoup au début, qui a peur un petit peu de cette fameuse gauche. Et Et puis au final, ils sont loin l'un de l'autre. Et puis en fait, ils se fatiguent à faire ça parce qu'on est en altitude. Et après, ça va à la d'un coup, on décision. se retrouve sur un combat. Ah non. Mais tu sais, maintenant, je râle parce que quand tu m'as dit avant le podcast, c'est à Salt Lake City, moi j'avais dit que j'étais quasi prêt à mettre cette unité sur le combat ne va pas à la décision. Mais à cause du fait que c'est à Salt Lake Ah City, ça va me faire ouais, sacrément hésiter, tu vois.
sacrément hésité. Ah bah ouais, je comprends. Écoute, tu vas peut-être pas mettre 7-8, tu vas peut-être mettre 5-6. Non, mais j'hésite vraiment. Et en plus, je me demande à quel point les bookmakers vont prendre en considération que c'est à Salt Lake City et tu vois, être un tout petit peu plus généreux sur ce genre de cote, tu vois. Ouais. Que la probabilité que ça se finisse est plus faible. D'ailleurs, ce Ouais. serait intéressant, tous ceux qui sont dans les data et tout, tu vois, d'avoir Mm. s'il y a une modification des taux de finish quand les combats ont lieu en altitude. Ah ouais. Ça serait une stat intéressante pour les parieurs, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, moi sur les cotes, à 1,17, ça m'intéresse pas trop, Alex Pereira. Ryan Non. Rountree à 4,50, j'ai vraiment du mal à voir le truc se passer. Plus de 1,5 à 1,74, je trouve ça pas mal quand même. Ouais, Non? ouais. Alors, de manière un peu safe, tu vois. Un tout petit peu safe, parce que ça peut vraiment finir avant, hein, quand même. En moins d'un round et demi, c'est... Je sais pas si t'as un Khalil Rountree qui se dit, ok, moi ma chance, c'est, je sais pas, dans les 2 premiers rounds, je viens le tout pour le tout. Il peut vite se Ouais. faire éteindre aussi, hein. Est-ce qu'il s'est déjà fait éteindre au premier round? Oui, contre Kut là-bas, dont on vient de parler. Et contre Johnny Walker, non? Ah non, je parle d'Alex Pereira, moi. Ah non, moi je parle de Khalil Rountree qui vient en mode le tout pour le tout et qui se fait Ah. éteindre. Et qui se fait éteindre. Ouais, qui se fait Ah. éteindre. On a un Khalil Rountree qui a perdu dans le premier round contre Johnny Walker, il a perdu dans le premier round contre Dion Kut là-bas. Ouais, mais ça fait deux hypothèses. La première, c'est qu'il rentre à fond Ouais. les ballons. Et la deuxième, c'est que Alex Pereira réussisse à le connecter dans ce cas de figure-là. Ouais. Ouais, ça me paraît... Ouais, ça, c'est le plus probable, effectivement, c'est qu'il le connecte dans ce scénario-là. Mhm. Mais moi, j'aurais tendance quand même à pas le voir avant le round 2, tu vois. Mhm. J'ai l'impression que chez Alex Pereira, tu as la moitié des combats qui durent moins que 1.5 et l'autre moitié qui dure plus que 1.5 dans sa carrière à l'UFC. Et Mm. chez Khalil Rountree, on est un peu sur les mêmes stats. Tu as l'impression que, ouais, c'est ça, grosso modo, la moitié se finit avant 1.5. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Donc la cote, elle est bien foutue, hein. Ouais, non, Elle est vraiment bien foutue. c'est vraiment genre Elle est tu bien lances ta positionnée, pièce, ça ouais. tombe, quoi. Ah, ils ont fait un bon taf là, Unibet. J'aime pas quand ils font un bon taf. Ça me rend attentiste, tu vois, ça me rend attentiste. Toi, tu sur le round? Mais Il y a au round 2 Pereira quand ça sort? t'avais dit que tu t'étais renseigné sur 2 combattants par rapport à leur arrivée à Salt Lake City. Est-ce qu'il s'agit des 2 du main event ou pas? Non, moi c'était Aldo et Bautista. Et ça donnait Qui- quoi? Bah, Aldo, il a pas partagé grand-chose, mais j'ai l'impression que il vient d'arriver. Ok, malgré Et l'expérience Bautista, qu'il a eue pareil, il a contre partagé, Merab, mais ouais. hein? Aldo, pourtant, il a l'expérience contre Merab, tu vois. Il sait ce que c'est de combattre en Ouais, altitude. ouais. Est-ce que mais voilà, il a pas partagé grand-chose. Alors peut-être que j'ai pas suivi les stories depuis 2 semaines, hein. Mais ça avait pas l'air a priori. Bon, je viens d'avoir l'info. Normalement, je commente Ngannou Ferreira. Je sais pas, je partage ça Cool. ici. Je viens de voir. Cool. Ok. Moi, je vais attendre les sorties des Ouais. rounds. Je vais sûrement partir du principe que Pereira l'éteint au deuxième round. C'est quelque chose qu'il fait, tu vois, avec toujours cette stratégie de commencer, lire, travailler, préparer, et puis finir ce qu'il a commencé au deuxième, sachant que bah voilà, je sais que ça reste relativement risqué parce qu'on pourrait avoir un finish au premier Mhm. sur, comme tu l'as dit, un Rountree qui rentre un petit peu trop vite, trop tôt, Ouais. ou alors un finish au troisième parce qu'on aurait un Rountree beaucoup plus sur le reculoir et qui se rend compte une fois dans la cage de la Ouais. dangerosité d'un Alex Pereira. Voilà. Ouais, moi, enfin voilà, c'est vrai que sur ce podcast, on s'est pas beaucoup positionné, faute de pas avoir plus de cotes. Donc moi, je me suis positionné sur Aldo. Je vais me positionner potentiellement sur l'un ou l'autre combat, mais je vais attendre vraiment les cotes plus précises de scénario ici aussi. J'avais fait la blague de Pereira au round 3, au troisième round. Donc je vais voir où se situe cette cote. On verra. Après, il y a un truc qui se fait aussi pas mal, hein, c'est de prévoir, de regarder les cotes plus d'un round et demi, tu vois. Ouais. Sur tous les combats, tu te dis, bon, bah, c'est à Salt Lake City, les gars, ils vont. Enfin,
les gars et les filles vont tous être un petit peu stressés de faire leurs 3 rounds et potentiellement se conserver. Mhm. Et tu mises sur chaque combat plus d'1 round et demi, tu vois. Bah, tiens, je vais juste regarder. Donc, la dernière fois qu'on a eu un événement à Salt Lake City, c'était justement avec José Aldo. Donc là, les clics sont très rapides. Alors, on avait Tyson Pedro. Bon, évidemment, ça a fini au premier round, ça. Donc voilà. Lucie Pudilova, ça a terminé à 4 minutes 04 du deuxième round. José Aldo, décision. Paulo Costa contre Luke Rockhold, décision. Et le high kick de Leon Edwards dans la 5e reprise contre Kamaru Usman. Donc sur les 5 combats de la carte principale, on en a eu 4 qui sont passés sur cette côte de Paris-là. Mhm. T'as presque, Pas mal. effectivement, ça donne envie de faire à l'aveugle. Pas mal. Et si tu regardes, même en prélims, si tu regardes 1, 2, 3, 4, 5 décisions en prélims et 2 finishes dans le premier round. Donc sur l'ensemble de la carte, effectivement, tu te mets bien, quoi. Il n'y a que 3 combats qui passent pas sur cette côte de Paris. Ouais. Moi, je trouve ça pas mal, hein. Parce que clairement, t'es combattant, tu fais tes 3x5 à 300 mètres d'altitude, tout va bien, mais là tu te dis Salt Lake City en hauteur. Et en fait, l'argument tient des deux côtés, tu vois. Si tu es venu et que tu t'es acclimaté, tu te dis, ok, il faut que j'attende que l'autre se fatigue avant d'ouvrir mon jeu. Et si tu es venu et que tu t'es pas acclimaté, tu dis, ouf, je vais fatiguer plus vite que d'habitude, donc il faut que je diminue mon intensité et mon volume habituel. Voilà. Peut-être. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin du podcast pour avoir l'astuce Paris, le tips. Le type de Brian. Et là, tu as la soirée de ouf que des finishes au premier round. Ils sont tous dit, purée, si je passe au deuxième, je suis mort, faut que je donne tout au premier. Ils vont se taper pendant. Ça peut arriver, tu vois. Tu pourrais avoir ce genre de truc de. De toute façon, on va tous les deux fatiguer. Donc, autant que j'ai une chance de choper un bonus. Ouais. C'est probable, mais pourquoi pas, tu vois. Ouais. Après, on a dit, hein, tu vois, genre. Holland Dolidze, Fight IQ, c'est pas trop ça. Donc, eux deux, ils vont peut-être se la donner au premier round. Et puis, on va avoir un deuxième et troisième round dégueulasse. Donc, oubliez pas, les amis, c'est à Salt Lake City. Donc, ne vous attendez pas à avoir des combats qui, sur la durée, soient ultra quali. On peut avoir des beaux premiers rounds ici. La probabilité d'avoir des beaux deuxième et troisième rounds, si le premier a été beau, diminue drastiquement. À moins qu'on ait des gars qui soient venus très tôt. Mais comme on l'a déjà dit avec Aldric, quand on parlait de l'UFC 304, Manchester de nuit, voilà, quand tu es main event, tu as une bonne prime, donc tu peux te permettre de te prendre un Airbnb 3 semaines à l'avance, 4 semaines à l'avance pour t'acclimater parce que tu as l'argent pour. Mais quand tu es en début de carte et que tu te fais un 12-12 ou un 20-20, bah non, tu vas pas investir 3 000, 4 000 euros de ta prime pour venir t'acclimater, quoi. Et clairement. Encore, c'est 3 000, 4 000, c'est peut-être faible parce que si tu veux venir avec ton coach, il va pas venir gratos non plus. Ouais, donc on risque d'avoir pas mal de combats comme ça. On verra. Les amis, merci Brian. Merci. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao tout le monde.